Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, de mon podcast qui est dédié à la couture et au tricot. Ça fait quelques jours que j'avais envie de tourner ce podcast parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Et je pensais que maintenant serait le bon moment pour le faire. J'avais un peu de temps devant moi, j'ai préparé toutes les choses que je voulais vous montrer. J'ai mis mon petit Adrien à la sieste et j'avais l'impression qu'il était sur le point de s'endormir quand des cris ont retenti dans toute la maison. Et finalement, je me suis dit que j'allais commencer ce podcast avec ce petit monsieur qui n'a aucune envie de dormir, mais qui porte un tricot fait main, un gilet que je lui ai tricoté moi-même pendant la grossesse. C'est la dernière chose que je lui ai tricoté qui lui va encore. Toutes les autres choses que j'avais tricotées, des bonnets, des gilets, des chaussettes, tout ça c'était en taille à peu près 3 mois. Et comme il est assez grand, bah, il les a pas portés très longtemps. Et il n'y a plus que ce petit gilet Augustin qu'il porte encore. Alors, je vous explique rapidement ce gilet Augustin. Pour ceux que le tricot n'intéresse pas trop, sachez que je commence par une partie tricot et que je passerai ensuite à de la couture où j'ai un projet terminé à vous montrer en couture et j'avais envie de faire le point sur ma robe de mariée qui n'est pas tout à fait finie mais qui est quand même bien avancée. Et je vous mettrai sous la vidéo YouTube, sous YouTube, je vous mettrai les temps pour que ceux qui ne soient pas intéressés par le tricot puissent passer directement à la couture. Mais donc je commence par le tricot avec mon petit Adrien. Après j'essaye d'aller le coucher et je vous montre mes tricots que j'ai fait moi-même et la couture. Donc juste rapidement, ce gilet que vous voyez là, c'est le gilet Augustin. Il s'appelle donc Augustin de Langue avec Anna. C'est un gilet qui est sorti à l'automne dernier, je crois, l'automne 2017 ou l'hiver 2017, que j'avais eu la chance de tester pour Langue avec Anna et que j'avais réalisé en laine de fil d'art. Et c'est un petit gilet qui se fait en point de blé devant. Donc je ne sais pas si vous voyez grand chose. Et avec des manches raglan et des manches en jersey. On a un col-châle, bon, qu'on ne voit pas super bien là, mais donc peut-être si je peux vous montrer derrière. Voilà, un joli petit col-châle. C'est les laines de luxe pour les enfants, je pense que, en tout cas dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce gilet. Je le trouve très joli. On l'aime beaucoup, il est porté assez souvent dès qu'il faut quelque chose d'un peu plus chaud. Et voilà. Donc je vais essayer d'aller coucher Adrien et je vous retrouve pour vous montrer mes tricots adultes. Rebonjour. Bon, j'ai couché Adrien, je crois qu'il est sur le point de s'endormir, enfin. Et donc je peux continuer ce podcast tricot et couture sans lui. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par vous présenter quelques projets de tricot, notamment 2 projets finis et mon prochain en cours. Et ensuite je passerai à la partie couture. Alors donc pour le tricot, le premier projet dont je souhaite vous parler, c'est le pull que je porte actuellement, qui est le pull Sasa. Enfin je crois que ça se prononce comme ça s'écrit Z-S-A. ZSA en 2 mots. C'est un pull de Marie-Amélie Designs qui sort aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 1er mai, et que j'ai eu la chance de tester, donc que j'ai tricoté ces derniers temps. D'ailleurs ça explique que je n'ai pas fait de podcast le mois dernier. Je m'étais promis d'essayer d'en faire un tous les mois, sauf qu'au mois d'avril je n'avais vraiment pas grand chose à vous montrer puisque ce pull était bien avancé. En fait je l'ai terminé en première quinzaine d'avril. Sauf que c'était un test secret et que donc je ne souhaitais pas vous le montrer. Et j'avais un autre pull en cours que j'ai enfin terminé, mais que je vous ai déjà montré à 2-3 reprises, qui n'avait pas beaucoup avancé. Et donc j'avais pas beaucoup d'intérêt à tourner un podcast pour vous montrer pas grand chose.
Donc ce pull est de Marie-Amélie Designs. Il a été designé spécialement pour les chevaux solidaires. Donc les chevaux solidaires, c'est une initiative de Lily the Banyan Tree, Aurélie, dont je suivais le blog depuis des années, qui a fait beaucoup de couture et de tricot, qui a elle-même lancé un patron de tricot, le gilet ou pull, je crois que c'était un gilet à l'origine, qui s'appelle Amourette si je me souviens bien, que j'avais beaucoup aimé, que je n'avais pas tricoté moi-même, mais que j'avais bien aimé. Et qui a été beaucoup moins active ces 2 dernières années, et qui a expliqué seulement au bout de, je crois, plus d'1 an, pourquoi cette absence des réseaux sociaux alors qu'elle était très présente auparavant. C'est parce qu'elle a donné naissance à une petite fille qui avait qui a toujours une maladie rare assez grave, avec alors je ne me souviens plus très bien, mais elle a fait une vidéo pour expliquer ce que sa fille avait. Je crois que ça s'appelle le syndrome de McCune-Albright et la dysplasie fibreuse. Donc sa petite fille a maintenant un peu plus de 2 ans, et Aurélie a lancé il y a quelques mois cette initiative de l'écheveau solidaire, qui sert donc à récolter des fonds dans le milieu du tricot, des fonds qui iront à la recherche médicale autour de la maladie de la dysplasie fibreuse, si je me souviens bien du nom. Et donc il y a, je crois que tous les mois, il y a au moins une ou plusieurs designeuses qui reversent tout ce qu'elles reçoivent pour un patron à les chevaux solidaires. Enfin, il y a une association qui a été créée spécifiquement pour ça. Je crois qu'il y a aussi des teigneuses de laine qui participent. Apparemment, les chevaux solidaires est présent aussi sur plusieurs salons ou festivals de la laine, avec des tasses, des tote bags, des choses comme ça, dont donc l'argent issu de la vente de ces objets ira également à les chevaux solidaires. Donc Marie-Amélie a designé ce pull, le pull Sasa, spécifiquement pour les chevaux solidaires, et l'argent des patrons qui seront vendus pendant tout le mois de mai seront reversés à les chevaux solidaires. Donc moi j'ai eu la chance de tester ce pull. Alors je vais essayer de vous le montrer en entier en me levant. Donc vous pouvez voir qu'il y a une partie en dentelle sur le haut, donc à l'avant sur les épaules, et surtout l'arrière. Alors je ne sais pas si je me recule, vous verrez sans doute un peu mieux. Sinon c'est un pull boxy. Donc en gros on tricote un grand rectangle. J'essaye de vous le montrer en entier. Donc en écartant les bras, voilà, vous pouvez voir la forme de ce pull. Il est assez boxy, avec des manches plus serrées par contre. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, vous pouvez voir la forme du pull comme cela. Donc on a la partie en dentelle avec une sorte de triangle ici devant, enfin, donc ça se finit en triangle. On a sur le bout des manches et sur le bas du pull des côtes 1-1 je crois, si je me souviens bien. Et puis l'encolure, elle, est juste en rang endroit. C'est des rangs endroits tout à fait normaux, avec un système de rabattage à l'islandaise, qui est un rabattage que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé génial au moment où je le faisais, et un peu moins génial au moment où j'ai enfilé le pull pour la première fois avec l'encolure, parce que je l'avais enfilé plusieurs fois pendant que je le tricotais pour tester la taille. Mais en l'enfilant, une fois qu'il était complètement fini, je me suis rendu compte qu'au niveau de la tête, ça passait pas très bien. C'est un peu serré, je dois tirer pas mal. Ce qui fait qu'il va falloir que je refasse un rabattage de l'encolure un peu plus élastique. Sinon, au niveau des manches et du bas, on a un rabattage complètement élastique, un rabattage
tubulaire à l'aiguille, je crois que ça s'appelle. Voilà, et donc en fait comment ça se tricote? On commence par la partie du dos, le haut, enfin on commence par le haut, on commence par faire le dos. Donc toute la partie en dentelle. Ensuite on récupère les mailles au niveau du milieu, là au niveau des épaules pour faire le devant séparément en aller-retour. Et on rejoint le tout au niveau de l'emmanchure, juste sous l'emmanchure, et là on commence à tricoter en rond. Donc on finit la partie en dentelle et puis ensuite c'est juste des mailles endroits, donc on a 3 km de mailles endroits à faire, voire plus. Mais ça va assez vite, hein. Et enfin à la fin on fait les manches, donc on récupère les mailles ici au niveau des emmanchures et on fait des manches en mailles endroit, voilà, des deux côtés. Et à la fin on fait l'encolure. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le patron? Le patron était très très clair. Bon bien sûr moi je l'ai tricoté en tant que testeuse, donc il y avait des petites choses, des petites modifications à faire. Il y a eu des petites erreurs qui ont été modifiées immédiatement et je pense que la version finale de ce patron devrait être très très claire et très bien faite. Bon, comme vous pouvez l'entendre, Adrien ne s'est finalement pas endormi, donc je vais jeter un petit coup d'œil et je reviens. Me revoici, Adrien ne dort toujours pas, il refuse de s'endormir, mais je l'ai donc posé juste à côté de moi sur un tapis d'éveil et j'espère que ça va me permettre de tourner au moins un quart d'heure encore de podcast avant qu'il ne se remette à s'activer un peu trop. Donc si vous entendez des petits cris un peu aigus, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Donc juste pour finir par rapport à ce pull, donc le pull Sasa, je voulais vous parler des laines que j'ai utilisées. Il s'agit de laine en fingering de la maison Corlaine. J'ai oublié le nom de la base. Donc là c'est une laine fingering en mérinos et en soie. Je crois que celle-ci s'appelle la Wilhelm. C'est une teinte donc un peu violet métallique. C'est une teinte qui moi me plaît beaucoup. J'avais vraiment flashé sur cette couleur au moment de l'achat. C'était un cadeau de Noël de la part de mon conjoint pour enfin une commande que j'avais passée moi-même et que lui m'avait offert. Voilà, j'ai bien aimé tricoter cette laine. Alors il y a une petite démarcation ici. Hein, vous voyez bien le changement d'écheveau. Vous pouvez voir que je n'ai pas alterné les échevaux. J'aurais peut-être dû. Ça se voit pas mal aussi dans le dos. Je m'en suis rendu compte un peu tard qu'il y avait cette démarcation. Et au moment où je m'en suis rendu compte, je n'avais plus vraiment envie de détricoter et d'alterner ces écheveaux. Et donc j'ai gardé ça comme ça en me disant que tant pis. Je pense que je mettrai le pull quand même. Au moins, la démarcation se fait juste en dessous de la partie en dentelle. Donc peut-être que, voilà, peut-être que ce ne sera pas si flagrant que ça. À propos de la laine, donc la maison Corlaine, c'est une marque qui est assez récente, qui a lancé sa première vente de laine à l'hiver en décembre 2017, je crois. C'est une marque qui, j'ai l'impression, a tout de suite fait beaucoup parler d'elle, qui a des couleurs de laine absolument formidables, qui moi me plaisent beaucoup en tout cas. Des laines, surtout des laines plus ou moins unies, hein, comme celle-ci, pas de speckles ou autre. Pour ce pull, j'ai utilisé un peu plus de 3 écheveaux et demi de laine, sachant que j'ai fait la taille 110 du patron. Alors la seule chose que j'aurais reproché à cette laine, j'hésitais à vous en parler, mais bon, il faut bien que je vous dise ce que j'en pense, c'est que la laine bouloche quand même pas mal, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est uniquement cette base parce qu'il y a de la soie dedans qui fait que ça bouloche un peu plus, mais moi je trouve que
dès que j'ai commencé à tricoter cette partie, la partie de dentelle, je trouvais que tout de suite, même au tricot, avant de l'avoir porté, ça boulochait pas mal. Je crois que vous le voyez peut-être pas ici. Alors c'est pas non plus hyper flagrant, mais moi ça m'a... Au tricot, ça m'a quand même un peu dérangé. Alors là, ça se... Je sais pas si ça se voit un petit peu ici. J'arrive pas à mettre la mise en point sur mon épaule. Ouais, bon, à la caméra, ça se voit pas très bien, mais... alors, c'est pas des bouloches énormissimes, mais quand même, je trouve que ça se voit. Enfin, moi, ça me dérange un peu. Ça va pas m'empêcher de porter le pull, mais ça me dérange tout de même un peu. Surtout qu'au niveau de la dentelle, c'est un peu moins facile à utiliser le rasoir à laine. Au niveau de la partie en GSF, bon, bah, à la limite, si je dois la raser de temps en temps, c'est pas très grave, mais je vous avoue que j'ai quand même été un tout petit peu déçue. Même si par ailleurs, voilà, les couleurs sont quand même fantastiques. La laine est très douce, très agréable à porter. Enfin, à part ça, j'ai rien à y redire. Mais voilà, ça bouloche un peu. D'autant plus que pour moi, je crois que c'est bien la première fois que je réalise un pull d'une part en fingering, parce que jusqu'à maintenant, les seuls vêtements en fingering que j'ai réalisés, c'était des gilets, si je me souviens bien, ou des châles. Et que bah, c'est le premier pull que je fais dans des laines teintes à la main, parce que je crois, hein, j'avais fait un gilet vitamine D en Madelinetosh. Mais sinon, pour les pulls, j'ai quand même plutôt utilisé de la laine Drops, ce qui fait que le budget est un peu plus petit. Enfin moins important que dans le cas de laine teinte à la main, puisque donc là, je me souviens plus exactement du prix de l'écheveau, mais en général, un écheveau de fingering teint à la main, c'est entre 20 et 25 euros. Donc quand il vous en faut 4 pour un pull, ça fait quand même entre 80 et 100 euros le pull. Sans compter le temps passé dessus pour le tricoter. Alors après, c'est sûr que vous n'avez pas la même... Enfin, voilà, c'est sûr que le résultat est là quand même, que la laine est super belle, qu'on voit que c'est une laine teinte à la main, et moi ça me plaît ces nuances, mais ça fait quand même un petit budget pour un pull, je trouve. Surtout que là je vois, mais bon bah moi enfin, en ce moment je suis encore en congé parental, donc les pulls que je mets, bah, ils doivent résister à Adrien qui recrache du lait, qui bave un peu dessus. Ils doivent résister au jardinage, à l'arrosage des plantes, à la cuisine, à pas mal de choses. Donc c'est vrai que bon, en ce moment je porte pas des pulls de luxe non plus, hein, donc je suis pas sûre que je vais porter tant que ça. Pas avant de reprendre le boulot et d'être en réunion au bureau, des endroits où ça craint un petit peu moins. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter un deuxième projet fini, puisque j'ai donc 2 projets finis en tricot. Je suis assez fière de moi. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, Ravelry, sur le blog ou autre. Voilà, je vais aller me changer rapidement parce que je me suis rendu compte que en regardant les podcasts des autres, j'aimais bien voir comment leurs vêtements tombaient et donc pas seulement montrer le vêtement à la caméra mais également montrer comment il est porté. Donc je vous laisse 10 secondes le temps d'aller changer de pull. Me revoici donc avec un autre pull qui est un pull réalisé à partir du patron Strange Brew de Tin Can Knits. C'est un patron un peu particulier puisque c'est un patron, je vous en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, mais c'est un patron où en gros tous les mats sont faits, c'est comme ça qu'ils le vendent. Hein. Après c'est à nous d'utiliser notre imagination. C'est-à-dire qu'on a tous les calculs, le nombre de mailles, enfin l'échantillon à faire, le nombre de mailles à utiliser, mais que pour la partie en jacquard, bah, on fait ce qu'on veut. Et le patron est hyper détaillé, explique bien à quel moment on peut rajouter du jacquard ou pas, et selon le type de jacquard, de motif qu'on ajoute, comment il faut procéder, à quel moment il faut faire les diminutions,
etc. Le patron est vraiment hyper clair, hyper bien expliqué et je n'ai eu aucune difficulté avec ce patron. La seule difficulté que j'ai eue, c'est le jacquard. Parce qu'en fait, au début, je me disais, j'aime beaucoup ce principe de faire mon propre jacquard moi-même. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir à quelle couleur utiliser, quel motif utiliser, je me suis rendu compte que c'est pas si évident que ça. Même si au final j'ai bien aimé, mais bon, ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait plusieurs échantillons d'essais pour essayer différents motifs et différentes couleurs. Et enfin, sachant que les couleurs, j'avais acheté des pelotes d'une certaine couleur, donc j'ai alterné entre 4 couleurs différentes. Mais il y a une des pelotes que j'avais achetée en gris foncé, si vous voulez tout savoir, je ne l'ai pas utilisée du tout au final parce que je trouvais que ça en faisait trop. Donc j'ai fait pas mal d'échantillons et en plus de l'échantillon, il conseille dès le début de tricoter un bonnet avec les motifs qu'on souhaite utiliser pour voir le rendu. Et donc moi j'avais tricoté un premier bonnet qui ne me plaisait pas du tout, que j'avais complètement détricoté et ensuite j'en avais fait un deuxième suite à un nouvel échantillon avec les motifs que j'ai utilisés au final pour ce pull. Le pull se tricote en bottom-up, donc on commence par le bas. On fait d'abord les 2 manches, ensuite le corps, on rejoint les manches au corps et on finit par cette partie de jacquard et par l'encolure. Je crois avoir vu sur les réseaux sociaux que Tin Can Knit est en train de préparer une version de ce patron en top-down, donc en commençant par le haut et en terminant par le bas. Donc, à propos de ma version de ce patron, donc je me lève un peu pour vous montrer. J'ai fait un tout petit peu de jacquard sur le bas. Donc j'ai commencé par des côtes en 3-1. Ensuite j'ai fait ce petit motif de jacquard sur le bas du corps. Je l'ai répété également sur les manches. Des 2 côtés donc. Et j'ai repris un peu le même motif en haut de l'encolure dans la partie de jacquard. Ce pull, je l'ai terminé hier soir, enfin j'ai fini de le tricoter hier et j'ai rentré les fils hier soir, mais par contre je ne l'ai pas encore lavé, pas encore bloqué, ce qui fait que je ne sais pas si ces petits plis qu'on voit un peu partout, si le blocage pourra aider à les faire partir un petit peu, qu'il n'est peut-être pas encore tout à fait aussi droit qu'il pourra l'être après un blocage. Donc je me lève et me recule un peu pour que vous puissiez le voir en entier. Donc moi j'ai suivi les explications de base, donc j'ai fait mon corps, je crois que je l'ai allongé un tout petit peu de quelques centimètres par rapport à ce qui était préconisé dans le patron, mais sinon j'ai suivi la version de base, sachant qu'après il est expliqué comment faire différents types de modifications, notamment des rangs raccourcis dans le dos. En fait ils expliquent, j'aurais pu après la partie en jacquard rajouter quelques rangs raccourcis pour que le dos enfin l'encolure dans le dos soit un peu plus haute que celle sur le devant. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais vraiment envie de finir ce pull hier soir, mais je pense que si j'avais eu un peu plus de temps et de motivation, je l'aurais peut-être fait. Au final, je pense que c'est pas la catastrophe non plus, je ne saurais pas toujours quel est le devant, quel côté est le devant, quel côté est le derrière. Donc j'ai fait cette partie en jacquard en utilisant 3 couleurs contrastantes. Donc vous avez un bleu clair, un bleu foncé et puis cette espèce de violet ici. Les motifs de jacquard qu'on peut utiliser, en fait vous pouvez utiliser soit des motifs que vous aurez inventés, enfin qui viennent de votre propre imagination, sachant qu'il est indiqué sur combien de mailles les répétitions doivent avoir lieu. En général c'est sur 6 mailles, 12 éventuellement. Et il y a aussi plusieurs dizaines de grilles qui sont proposées avec des exemples de motifs de jacquard qu'on peut utiliser.
Moi je me suis servi de ces grilles, j'ai essayé, comme je vous l'avais dit, j'ai fait plusieurs échantillons avec des essais de motifs en me basant sur ces grilles et au final donc j'ai choisi ces motifs là. Enfin moi je voulais des motifs assez simples, je voulais pas trop de couleurs non plus, donc je suis assez contente du résultat, je dois dire. Sachant aussi que ce patron est présenté dans plein de tailles, enfin ça va de... Je me souviens plus exactement, mais ça commence avec les tailles bébés, ça va jusqu'à taille très grande adulte. Et donc je me dis que ce patron-là, je vais pouvoir le réutiliser quand j'aurai des pulls enfants à tricoter, quand j'aurai envie de me retricoter un pull en jacquard avec des couleurs différentes, des motifs différents. Et honnêtement, je trouve qu'il tombe assez bien, il me plaît bien. Bon, c'est plus un pull d'hiver, hein. C'est tricoté dans une laine en taille DK, donc c'est un pull assez chaud. Et c'est sûr que là, je pense que je vais bientôt le mettre de côté et puis le ressortir à l'automne ou à l'hiver prochain. Mais c'est un pull qui me plaît bien, je suis assez contente du résultat et voilà, comme je vous le dis, ça ne m'étonnerait pas que je le refasse. Surtout que comme ça se tricote en assez grand, je crois que c'est des aiguilles de taille 4 si je me souviens bien que j'ai utilisé. Donc ça va quand même assez vite. Même si moi j'ai un peu traîné, ça fait 3-4 mois que je le traîne avec moi. Mais bon, ça c'est parce que j'ai fait un autre pull entre temps et que j'ai pas eu le temps de m'y mettre d'un seul coup pour le finir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le patron. À propos de la laine, c'est de la laine Drops, c'est de la Lima. Le coloris principal c'est un gris clair, numéro 90-20 si vous voulez tout savoir. Je viens de le rentrer sur Ravelry, donc celui-là je m'en souviens. J'en ai utilisé au moins 11 pelotes, voire plus. J'ai retrouvé 11 petits, les papiers qui sont autour des pelotes. Je me souviens plus très bien combien j'en ai acheté, mais j'en ai retrouvé au moins 11. Enfin 11, donc je sais que j'en ai utilisé au moins 11. Peut-être plus, parce qu'il se trouve, ça se peut tout à fait que j'ai perdu un ou deux de ces papiers. Et pour les couleurs contrastantes, donc le bleu foncé, le bleu clair et le violet, j'ai utilisé moins d'une demi-pelote à chaque fois. J'aurais pu bien sûr utiliser un peu plus ces couleurs contrastantes. Là, ça n'utilise pas beaucoup parce que mes motifs ne prennent pas énormément de place. Ça dépend donc du motif que vous décidez de faire. Mais donc il faut au moins 13-14 pelotes de Drops Lima si vous utilisez cette laine là, si ça vous intéresse. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que j'avais à dire sur ce pull. Je vais vous parler maintenant de mon prochain projet. Alors, je vais sortir l'échantillon que je viens de faire, donc, qui est ici. Alors, est-ce que vous le voyez bien? La luminosité n'est pas superbe. Il est sur un tapis de mousse, hein, c'est pour ça qu'il est épinglé comme ça. Alors, cet échantillon, c'est pour le pull confetti de Vera Välimäki, une designeuse ultra connue finlandaise qui travaille depuis plusieurs années avec Rory, la designeuse argentine Rory Locatelli, je crois qu'elle s'appelle. C'est elles qui font les livres Interpretations ensemble. Vera Välimäki, ça fait des années que je regarde ce qu'elle fait, que j'ai flashé sur plusieurs de ses patrons, mais que pour différentes raisons, je n'ai jamais tricoté aucun de ses patrons, il me semble. Et donc là, il y a quelques semaines, j'ai fait un peu de rangement dans mon stock de laine. J'ai acheté des petites caisses en plastique là. Avant c'était dans un espèce d'ancien meuble à télé rangé enfin, toutes les pelotes les unes sur les autres. Je retrouvais plus rien. Et du coup j'ai acheté des espèces de caisses en plastique pour pouvoir trier mes laines par taille, pour voir ce que j'avais. Et parallèlement à cela, je me suis inscrite au CAL qui s'appelle, je crois, le crime du tricot express.
Donc c'est un cal, un knit-along lancé par Magdalena de Triple L de Mag, par Hathor is Knitting, je crois qu'elle s'appelle, et le lapin d'Alice, enfin, Alice du lapin d'Alice. C'est un cal, bon, si vous êtes un peu actif sur Instagram, vous en avez sûrement entendu parler beaucoup, puisqu'il y a, je crois, plus de 400 participants. Les participants ont été regroupés dans 3 équipes différentes. Donc il y a l'équipe de Sherlock Holmes, celle de Hercule Poirot et l'équipe de Miss Marple, donc moi je fais partie. Et donc on devait s'inscrire au début du mois d'avril. Ensuite envoyer des énigmes, enfin déjà répondre à des quiz, on pouvait répondre à des quiz, alors moi j'étais toujours bien trop en retard pour répondre à quoi que ce soit. Et par contre on avait l'occasion jusqu'au 30 avril d'envoyer des énigmes qui seront envoyées aux participants du CAL dans les semaines qui viennent. Et donc on peut commencer à tricoter ces projets à partir du 1er mai, donc à partir d'aujourd'hui. Alors moi j'ai fait mon échantillon hier soir pour pouvoir commencer mon projet ce soir. Et j'ai terminé mon pull, ce pull Strange Brew hier soir justement parce que j'aime pas trop avoir plusieurs projets en même temps et que du coup comme il était presque fini, je me suis un peu forcée à le finir le plus vite possible pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et donc je participe à ce CAL. Donc comme je vous disais, j'ai fait un peu de tri dans mon stock de laine et j'ai retrouvé plusieurs écheveaux. Alors d'un côté 3 écheveaux de cette laine orange, alors c'est couleur brique qu'on voit pas super bien là. L'appareil photo rend pas très bien la couleur de la laine. C'est une laine un peu particulière qui est faite en lin, je crois surtout en lin, et le fil est un peu particulier. En fait le fil c'est comme s'il était déjà crocheté, c'est des vraiment tout petits fils qui ont déjà été crochetés pour faire un fil un peu plus épais. Et la laine bleue, la laine contrastante, c'est un reste que j'avais d'un haut que j'avais crocheté il y a 2 ou 3 ans je crois. Il me restait un écheveau et demi, donc je pense que ça va suffire pour faire la partie contrastante de ces rayures. Voilà, donc j'ai en tout 4 écheveaux et demi entre ces 2 laines. La laine orange, c'est de la Shibweenets, je crois que ça s'appelle, en lin donc. Et l'autre, la laine bleu foncé, qui est en bambou, lin, coton, je crois, un mélange. Ça s'appelle la BC Garn. Ces 2 laines que j'ai achetées il y a quelques années. La laine orange, bon, j'avais acheté, c'est une des premières laines que j'avais achetées sur internet. À l'époque, je l'avais achetée justement parce que je voulais faire un haut au crochet. Je crois que j'avais commencé dans cette laine-là, mais je ne savais pas encore très bien crocheter. J'avais fait plein d'erreurs. Au final, j'avais tout défait. Et puis, j'avais acheté 1 an plus tard la laine bleue, enfin les écheveaux de laine bleue. Pour faire le même haut dont j'avais déjà acheté le patron, ce que j'ai fait, sauf que j'avais un écheveau en trop et puis un écheveau que je n'ai pas utilisé entièrement. Et donc là, en regardant mon stock de laine, je me suis dit que ces 2 laines iraient assez bien ensemble pour un pull marinière. Et donc j'ai trouvé le patron du pull confetti de Vera Valimaki, donc je me suis dit que ça irait assez bien. Et que je vais donc tenter de faire, que je n'ai pas encore commencé, mais que j'espère bien commencer dès ce soir. Alors, je suis en train de regarder autour de moi, j'ai fini pour la partie tricot. Donc, je vous ai présenté mes 2 projets finis, donc je suis très fière. Et je vais passer maintenant à la partie couture. En couture, j'ai un projet fini à vous montrer, un projet presque fini, 200 petits projets finis mais tout petits, et une robe de mariée qui n'est pas tout à fait finie mais qui a quand même bien avancé. Alors je vais me changer et je passe au premier projet couture. Me revoici donc avec une chemise que
beaucoup d'entre vous auraient sans doute reconnu puisque c'est un patron qui est hyper connu. Il s'agit de la chemise Melilot de Direndo. Alors, c'est la deuxième fois que je couds ce patron. J'avais fait une version à manches courtes l'an dernier, il y a 2 ans, en été. Et donc là, j'ai fait une version à manches longues. Vous pouvez voir. Que vous dire sur le patron? Le patron est hyper connu, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais donc c'est un patron de chemise avec les manches là qui descendent, enfin les épaules qui sont assez basses, donc des manches les manches qui commencent ici. Et donc une version courte, à manches courtes, une version à manches longues, avec des pattes de boutonnage que je me suis bien amusée à faire. D'ailleurs, je viens de voir qu'il me manque une boutonnière ici, parce qu'en fait, en faisant ma patte de boutonnage ici, une fois que j'avais fini la chemise, j'ai été hyper motivée pour faire tout de suite les boutonnières, le truc qui d'habitude me prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, j'étais très motivée, donc j'ai fait toutes mes boutonnières tout de suite. Ça s'est d'ailleurs très bien passé jusqu'à ce que j'arrive à des endroits où le tissu était un peu plus épais, et là les boutonnières automatiques de la machine, mais en fait ça se passait pas super bien. La machine a commencé à me faire des demi-boutonnières, et bon bah quand vous êtes sur un tissu un peu fragile, c'est quand même pas génial parce qu'à chaque fois il faut tout retirer, ça fait plein de petits trous. Enfin j'ai bien galéré, et puis j'ai fait rapidement les boutonnières des pattes de boutonnage. Et quand j'ai voulu coudre les boutons, je me suis rendu compte que, tiens, c'est bizarre, j'avais fait, je vais vous montrer, en gros, j'avais fait la boutonnière sur cette partie de la patte de boutonnage. Sauf que, quand vous fermez ça, bah là vous avez cette partie du tissu qui va par-dessus l'autre forcément. Donc, si vous avez la boutonnière en dessous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi j'ai cousu mon bouton par-dessus la boutonnière. On voit un petit peu qu'il y a la boutonnière en dessous encore, mais j'ai du coup entre temps bah, j'ai pas refait de boutonnière sur le dessus de la patte de boutonnage. Par contre de l'autre côté je l'avais bien fait dès le début, j'avais bien cousu ma boutonnière sur la partie, la bonne partie, et voilà, donc je peux la fermer sans problème. Sur la version à manches longues, contrairement à celle de la version à manches courtes, vous avez cette espèce de patte qui cache les boutons, que j'avais pas fait la dernière fois, que je trouve très jolie. Alors le tissu est une viscose qui vient d'une marque qui s'appelle See You at Six, que j'ai commandé sur Rascol, qui me plaît énormément. J'adore ce tissu, j'adore la fluidité de ce tissu, son tombé, et puis j'aime beaucoup les petits motifs, donc je me rapproche encore une fois pour vous montrer. Ce sont des petits pissenlits. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, ce bleu, j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup le tissu, donc voilà, j'adore cette chemise, j'ai déjà pas mal porté, et je pense que surtout une fois que j'aurai repris le boulot, je la porterai assez régulièrement. Donc ça, pour une fois, c'est un projet réussi, parce que en couture, j'ai eu pas mal de projets plutôt ratés ces derniers temps, et notamment cette robe bleuet que je vais vous montrer rapidement, que je ne vais pas enfiler parce qu'il me manque encore les boutons. La robe est finie, donc c'est le patron bleuet de Direndo. Bon, on voit pas super bien la caméra quand même. C'est une robe, avec qui est ouverte devant avec des boutons, donc surtout le devant, avec un col, comme une chemise donc. Et pour les manches, on a deux options, soit des petits mancherons, soit juste pas de manches. Donc c'est ce que moi j'ai fait, avec un biais à l'intérieur tout de même. Donc j'ai cousu toute la robe dans un tissu que j'avais en stock.
je sais plus exactement d'où il vient, je crois que je l'avais acheté chez Benitex ou alors au Coupon Saint-Pierre. Donc j'avais ce tissu en stock, c'est une sorte de gabardine je crois, un peu satinée. Et puis au moment, alors en fait j'avais acheté ce patron il y a quelques mois et j'avais bien envie de le faire, de me faire une petite robe et de vider mon stock en même temps. J'ai vu ce tissu, je pensais que ça irait, surtout que la version de présentation de la robe Lehay est faite dans un tissu assez rigide et celui-ci l'est aussi, donc je pensais que ça pourrait aller. Et en fait j'aime pas beaucoup ce satiné, je trouve que il se froisse énormément. Je sais pas, je suis pas du tout convaincue pour l'instant. Et puis l'autre problème, c'est que au niveau de la poitrine, ma robe elle est un tout petit peu trop juste. Bon, pour l'instant j'ai pas cousu les boutons, donc je l'ai pas encore essayé réellement, mais je crois qu'au niveau de la poitrine, je vais réussir à fermer les boutons, mais ce sera vraiment très serré. Et je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais je sais plus quelle mesure. Pourtant j'ai... Bon, je sais plus quelle taille j'ai fait. Je crois que j'ai fait une taille... en général, chez Direndo, je fais une taille 42 au niveau des hanches. Et 40 au niveau de la taille, et puis j'ai dû garder 40 au niveau de la taille et de la poitrine, alors que j'aurais sans doute dû repasser en 42 pour la poitrine. Surtout que depuis la naissance d'Adrien, enfin depuis la grossesse en fait, j'ai la poitrine qui a un peu pris en volume. Et comme j'allaite encore, la poitrine est pour l'instant encore un peu plus volumineuse que ce qu'elle était avant. Voilà, donc c'est peut-être lié à ça, ou enfin voilà, peut-être que j'ai mal pris mes mensurations, je me souviens plus très bien comment j'avais fait, comment j'avais choisi, mais toujours est-il qu'au niveau de la poitrine c'est un peu juste. Et donc sur vos conseils demandés sur Instagram, je vais garder la robe telle qu'elle pour l'instant. Je vais voir quand j'arrêterai d'allaiter sans doute au courant de l'été, si la robe me va un peu mieux à ce moment-là. Et puis sinon j'en ferai peut-être une jupe. Je pense qu'en plus comme le tissu est assez rigide, peut-être que de n'avoir qu'une jupe dans ce tissu et pas la robe entière, ça passera peut-être un peu mieux. À voir. Mais bon, en même temps c'est vrai que c'était pas mal de boulot de faire le col, de faire le haut. J'ai bien fait toutes les surpiqûres de couture comme indiqué. Vous pouvez le voir ici. Si l'appareil veut bien faire la mise au point. Enfin bon, c'est... Voilà, les patrons d'Irendo, ils sont souvent assez détaillés, ils demandent pas mal de finition. Donc là, j'ai tout fait comme ça a été demandé. Et puis, oui, finalement, je suis qu'à moitié convaincue du résultat. Donc, bon, il faut que je vois. Alors, j'ai fait les boutonnières. Tadam, dans ma grande motivation pour les boutonnières. Je les ai faites en même temps que celles de ma Mélilo. On voit pas bien, là. Des boutonnières automatiques, à nouveau. Mais j'ai pas encore, je n'ai pas encore acheté ni cousu de boutons. Il faut que je vois les boutons que j'ai en stock, si j'en ai assez qui se ressemblent plus ou moins pour toute la robe. Mais là, comme il en faut, je sais plus, je crois qu'il en faut 16 en tout, donc 12 ou 14, enfin il en faut plus que 10. Donc je ne suis pas tout à fait certaine d'en avoir assez en stock. Il faut sans doute que j'en achète. Et comme je ne suis pas du tout convaincue par le projet, j'avoue qu'acheter les boutons pour cette robe n'est pas ma priorité pour l'instant. Mais bon, je vais la garder quand même et puis peut-être qu'un jour je la finirai. J'achèterai des boutons et que je vous montrerai une photo de la robe portée et que ça ira quand même au final. Voilà, il faut que je laisse mûrir ce projet encore un tout petit peu. Alors ensuite, j'ai presque fini la partie couture. Si je voulais vous parler d'un cal que je co-organise avec Alicia, qui a un profil Instagram et sur les différents réseaux sociaux, qui s'appelle Alicia Kingyo. Et on co-organise un cal autour du patron Luzerne de Direndo. Donc moi en ce moment je suis à fond sur Direndo. Enfin déjà que d'habitude c'est une marque que j'aime bien, mais c'est vrai qu'en ce moment je coupe beaucoup de patrons Direndo. Donc le Luzerne c'est un trench. J'ai le patron ici, je vais vous montrer. Donc c'est ceci, ce trench.
Donc on co-organise un sale sous Hollande. On a commencé là, ces 2 dernières semaines, donc on a découpé, décalqué le patron dans un premier temps, ensuite découpé le tissu. Pour ma part, c'est une gabardine un peu plus épaisse, en 240 grammes par mètre carré, qui est un bleu canard. Donc je ne vais pas vous montrer là parce que là j'ai juste un tas avec les morceaux de tissu découpés, et que j'ai commandé chez Mondial Tissu et que je trouve très bien pour l'instant, qui m'a l'air d'avoir à peu près la bonne épaisseur. J'aime bien la couleur. C'est une gabardine en coton, je crois, donc je l'ai lavée. Ça, c'est la couleur, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu délavé, mais pas du tout de manière enfin, comme ça doit le faire pour un premier lavage. Donc voilà, j'aime bien cette couleur. Je suis assez contente du tissu. J'avais acheté un premier tissu chez Rascol il y a quelques mois déjà, quand j'avais acheté le patron. Un tissu, une gabardine aussi, enfin, je crois que c'était indiqué comme étant une gabardine, mais qui était beaucoup plus stretch, qui ressemblait presque à une sorte de jersey assez épais. Et je l'avais acheté, j'avais acheté en couleur bordeaux, et finalement je n'aimais pas du tout la couleur du tissu que j'ai reçu, que je trouvais plus violet que bordeaux. Et dans un premier temps, je m'étais dit, bon tant pis, je le couds quand même, j'en ai marre d'empiler des montants de tissus, enfin des tas de tissus dans la maison. Et en fait, je me suis dit que non, c'était trop dommage, que j'allais passer des heures sur ce projet et que le faire dans un tissu qui ne me plaisait pas et que je risquais de ne pas beaucoup porter après, c'était quand même dommage. Donc j'ai commandé un autre tissu chez Mondial Tissu, cette gabardine qui me plaît bien et qui d'ailleurs ne coûtait que, je crois, autour de 10 € le mètre. Donc c'est pas la catastrophe pour un trench d'acheter, il m'a fallu 3,50 m de tissu, j'en ai eu pour 35 €. Ça va, c'est loin d'être la catastrophe. Par contre, il faut aussi 10 mètres de biais. Et là, pour l'instant, j'ai acheté sur Mondial Tissu, j'ai acheté un biais gris clair parce que j'aurais voulu un biais à motif avec donc un peu de la même couleur, bleu canard, mais j'ai pas trouvé sur le site de Mondial Tissu. Je crois que j'avais trouvé un biais qui me plaisait bien sur le site de Mamselle Fourmi, mais que le soir où j'ai passé la commande, impossible de se rendre sur le site de Mamselle Fourmi. Et donc au final, je me suis dit, bon, à défaut, je vais prendre ces 10 mètres de biais gris clair, qui n'était pas très cher. Disons que de toute façon, ça servirait un jour ou l'autre, même si je ne l'utilise pas pour ce projet-là. Et là, pour l'instant, j'hésite encore à l'utiliser ou bien à faire moi-même mon propre biais dans un tissu que j'ai qui a des motifs qui est un peu d'une couleur un peu similaire. Il faut que je vois, parce que je trouve que bon, le trench est d'une couleur très unie. Je trouve que ce serait plus sympa d'avoir un tout petit peu de couleur, un peu plus de couleur au niveau du biais à l'intérieur. Ça fait un peu plus personnalisé, ça fait moins trench du commerce si j'avais un biais à motif au moins. Mais bon, il faut 10 mètres, donc il en faut quand même pas mal. Voilà, donc on co-organise le sale sous Hollande autour du Luzerne. Je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui participent, donc on est très heureuse qu'il y en ait autant parce que on voulait pas non plus avoir des centaines de participants. Là, ça permet quand même de répondre plus ou moins aux questions des unes et des autres. Il y a un post de blog, enfin pas un post de blog, un post sur le forum de Thread and Needles qui a été créé pour ce sale. Donc où il y a déjà eu pas mal d'échanges et de questions, notamment puisque tout le monde en est pour l'instant à la découpe du tissu ou du patron, notamment autour de quelles mesures de patron prendre, comment faire. Il y a plusieurs personnes qui se sont posé la question de faire un FBA, un Full Bust Adjustment, donc ce qui permet d'adapter le patron quand on a une poitrine un peu plus généreuse que ce qui est préconisé au niveau du patron. J'avoue que moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai plutôt le problème inverse. Donc, j'ai jamais fait de FBA pour l'instant, donc bon, j'ai pas pu trop répondre à ces questions-là.
Mais voilà, c'est intéressant de coudre un vêtement tel qu'un trench, qui est quand même un gros projet de couture, avec d'autres personnes, de faire les différentes étapes à peu près en même temps, voilà, pour pouvoir poser des questions quand on en a, pour voir comment les autres avancent sur tel ou tel projet. Pour vous donner un autre exemple, il y a plusieurs personnes qui veulent faire une doublure pour le trench, donc là ça peut être intéressant aussi de voir, de demander aux autres comment elles procèdent pour faire ça. Et puis moi je le vois bien quand je couds ou que je tricote quelque chose, si on me pose une question sur le moment sur comment j'ai fait, je m'en souviens. Si on me pose la question 2 mois plus tard, je ne me souviens en général plus de comment j'ai fait. Donc voilà, c'est pas mal de participer. On avait fixé quelques dates limites, pas pour être strict au niveau des dates, mais juste pour qu'on fasse les mêmes étapes à peu près en même temps. Donc c'était, je crois, le week-end dernier pour le décalcage du patron, et puis ce week-end, enfin il y a 2 semaines le décalcage du patron, et puis le week-end dernier pour la découpe du tissu. Et le mois de mai est donc dédié à la couture du trench. Donc avec Alicia, on s'est vu plusieurs fois pour ces différentes étapes, et on en est toutes les deux au point où on a découpé nos tissus, mais où il faut qu'on se mette à la couture maintenant. Et donc si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre au courant du mois de mai, il n'y a bien sûr aucun souci pour nous rejoindre, il n'y a aucune contrainte dans ce salle. L'idée c'est vraiment uniquement d'échanger, il n'y a pas de prix à gagner ou quoi que ce soit, à part le plaisir d'avoir votre trench cousu par vous-même. Voilà, donc ça c'est à propos du trench luzerne. Ensuite, j'avais quand même d'autres projets finis en couture. En fait, j'ai pas fait de podcast le mois dernier parce que j'ai dit que j'avais rien à vous montrer, mais en fait j'ai quand même beaucoup cousu, sauf que c'était quelque chose qui n'est pas forcément très valorisant ou que j'avais forcément envie de montrer, mais là je vais vous le montrer quand même. En fait j'ai un sac rempli de 200 petits sachets de lavande, réalisés dans plein de tissus différents. Donc j'en ai 200. C'est des berlingots. Voilà, je vous en montre un. Donc là, c'est réalisé dans une chute de wax tissu africain, donc un peu rouge qui me restait. Voilà, j'en ai plein de différents. Parfois, j'ai fait dans deux sortes de tissus, 2 carrés de tissus différents. Alors l'appareil a du mal à faire la mise au point. Voilà. J'ai fait des coutures à l'intérieur, il n'y a qu'une couture apparente. Voilà, donc bon bah j'en ai 200 comme ça. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Enfin, je crois qu'au final, ça m'a pris 1 semaine entière où j'ai vraiment passé tout mon temps que là-dessus, à découper mes petits carrés de 9 cm de tissu. Et ensuite à les coudre ensemble, à mettre la lavande, à les retourner, les refermer, etc. Et vous l'aurez peut-être deviné, ces sachets de lavande, ce seront des cadeaux pour les invités à mon mariage. J'ai décidé, surtout Guillaume n'avait pas trop d'avis sur le sujet, mais j'ai décidé de ne pas offrir de dragée. Et donc ça faisait plusieurs mois, à vrai dire, que je cherchais autre chose, un cadeau que je pourrais faire moi-même, qui ne coûterait pas trop cher, puisque quand même, voilà, un mariage c'est quand même un certain budget, et que là le budget augmente, et qu'il y a un moment où on se dit bon, faudrait peut-être limiter un peu. Et j'avais quand même envie de faire quelque chose moi-même, mais en même temps il fallait quelque chose qui me prenne pas trop de temps non plus, parce qu'il fallait en faire 200, donc j'avais plein d'idées de choses à faire. Ma mère aussi a passé beaucoup de temps sur Pinterest à me proposer plein de choses qu'on pourrait faire ensemble. Mais au final, voilà, ne serait-ce qu'un truc qui me prend 10 minutes à faire, 10 minutes x 200, ça fait... c'était juste pas possible. Donc j'ai trouvé ces petits sachets de lavande qui m'ont pris beaucoup de temps quand même, mais qui avaient donc l'avantage d'être relativement rapides à faire, puisque j'ai découpé les carrés de tissu au cutter, donc je pouvais faire 4 ou 6 couches de tissu en même temps. Et j'ai utilisé des chutes de tissu, des petits morceaux de tissu qui me restaient, donc ça m'a permis d'utiliser un peu mes chutes et de retrouver des tissus
Enfin, c'était assez marrant en fait. J'ai un gros sac de chute que que je regarde assez rarement en fait, que j'avais peut-être ressorti une ou deux fois quand j'ai cousu des petits jouets pour bébé à offrir, mais que je ressors quand même assez peu. Et là, de retrouver certains tissus dans lesquels j'avais cousu une robe ou une chemise ou différentes choses, des tissus achetés, certains en Afrique, enfin, oui, plusieurs en Afrique, au Burkina ou en Afrique du Sud, ou à l'occasion d'autres voyages, ou voilà, c'était assez sympathique en fait de retrouver ces tissus-là et puis du coup de leur donner une dernière utilisation pour quelque chose qui me tenait tout de même à cœur. Bon, pour finir ce podcast, je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, sauf donc ma robe de mariée, qui, comme je vous l'avais dit, n'est pas tout à fait finie, mais a tout de même bien avancé. Alors, pour vous remettre dans le contexte, j'en avais parlé dans mes derniers épisodes de podcast, mais donc j'ai décidé au mois de janvier de faire ma propre robe de mariée pour mon mariage qui a lieu au mois de juillet. J'avais fait plusieurs essayages en magasin avant de me rendre compte que, enfin, déjà pour voir quel type de robe j'avais envie d'avoir et pour me rendre compte que j'avais pas envie d'une robe trop volumineuse avec trop de tulle, mais que je voulais une robe qui tombe de manière avec un tissu assez fluide. J'ai acheté dans un premier temps un livre sur le patronage de robes de mariée que j'ai feuilleté pas mal, mais dont les modèles proposés me plaisaient assez moyennement. Et puis finalement, je me suis dit que patronner la robe entière, ça allait être quand même beaucoup de travail et qu'avec un petit bébé à la maison, j'étais pas sûre d'y arriver à temps. Et après pas mal de recherches sur internet, j'ai trouvé un patron pour une robe de soirée. Donc un patron, où est-ce que je l'ai mis ? Un patron d'une marque qui s'appelle New Look et je ne retrouve plus le patron. Je l'avais sorti tout à l'heure. Un instant. Bon, je sais plus où il est le patron, mais je vous mettrai toutes les indications. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast. Donc c'est un patron pour adapter aux robes de mariée ou robes de soirée longues avec plusieurs variantes pour le dos. Enfin, en fait, il y a un décolleté dans le dos, il y avait plusieurs variantes proposées pour soit laisser se décolleter, soit mettre un espèce de voile qui retombe, soit un laçage ou autre. Donc moi j'ai décidé de laisser le décolleté et je réfléchis encore à mettre juste un petit ruban sur le haut du décolleté pour d'une part cacher le soutien-gorge et d'autre part pour être sûr que les deux bretelles tiennent bien et ne risquent pas de tomber pendant la journée. J'ai commandé le tissu chez Stragier au mois de février je crois, donc j'ai pris du crêpe et de la mousseline de soie très 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 fine. J'ai donc découpé les deux d'après le patron et alors pour la crêpe aucun problème, j'ai bien suivi le patron, donc j'ai fait tout le haut qui est doublé, enfin la partie corsage est doublée, donc ça en crêpe et ensuite la jupe en crêpe et j'ai fait une surjupe dans la mousseline et j'avais acheté donc une mousseline super jolie, super transparente, super douce, mais alors super chiante à coudre. J'arrête pas de regarder à gauche, mais c'est parce que j'ai la robe sur ma gauche. Je vais vous la montrer dans un instant. Mais donc cette mousseline a été vraiment une galère complète à coudre. J'ai suivi des conseils de ma copine Alicia qui m'a dit d'utiliser une aiguille très fine, un fil très fin, ce que j'ai fait. Mais malgré tout, en fait, la mousseline, c'est un tissu qui bouge énormément. Donc rien que pour découper le patron, enfin découper le tissu d'après le patron, ça a été assez compliqué. Surtout que j'ai voulu mettre de la... comment ça s'appelle, de la bombe... vous savez, il y a un produit qu'on peut mettre sur les tissus, notamment sur les viscoses, pour les tenir, pour qu'elles bougent moins.
Oh, je retrouve plus le nom. Bon, je sais plus. Mais voilà, j'ai voulu faire ça avant de lire qu'il fallait surtout pas l'utiliser sur de la soie. Donc, c'était pas possible. Donc voilà, bon, bah, je m'y suis mise. J'ai découpé mon tissu. Pour coudre tout ça ensemble, j'ai dû ajuster un petit peu, rajouter des petits plis par-ci par-là parce que ça correspondait pas exactement. Mais au final, je trouve que le résultat final n'est pas si mal que ça. Donc ma robe est à peu près finie. Il me reste à la fermer sur le côté, donc je vais encore mettre une fermeture éclair invisible et la fermer, donc ça, voilà, ça devrait pas prendre trop de temps. Et puis j'ai un peu de dentelle que je voulais rajouter juste sous le corsage. Bon, trêve de blabla, je vous la montre. Alors, comment je vais faire ça? Voilà, donc bon, bah, vous pouvez voir la robe. Alors donc ici elle n'est pas fermée sur le côté. Encore, mais bon, voilà, une fois qu'elle sera fermée, donc c'est une robe qui sera vraiment ajustée au niveau de la poitrine et au niveau de la taille. Donc vous voyez qu'il y a des petits plis sur le haut. Et en fait, je vais prendre l'appareil dans les mains pour faire le tour et vous la montrer plus facilement. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a une petite traîne derrière. Voilà, le dos, donc le décolleté dans le dos. Bon, là, le tissu n'est pas très bien repassé encore derrière, donc ça, il faudra le faire. Et voilà. Bon, en même temps, vous voyez tout le bordel que j'ai derrière sur mon palier. Voilà, donc ça vous montre la robe en entier. Bon, vous voyez pas encore très bien comment elle va tomber, mais en gros, elle sera bien ajustée puisqu'elle sera fermée sur le côté. Et vous pouvez voir donc la couche de mousseline par-dessus le crêpe. Voilà, bon, je repose l'appareil. Voilà, donc voilà donc ma robe qui n'est pas tout à fait finie, mais qui n'en est pas très loin. Juste pour finir par rapport à la robe, donc comme je vous l'ai dit, je rajouterai un peu de dentelle là, ici. J'ai déjà acheté la dentelle à mettre là, qu'il faut que je couse à la main, et sans doute un ruban dans le décolleté dos. Il faut que je vois quel type de soutien-gorge je vais pouvoir porter en dessous. J'ai essayé de trouver une guêpière, enfin une espèce de soutien-gorge avec une gaine pour le ventre, ce qui est conseillé dans les magasins de robes de mariée. Sauf que d'en trouver une avec un décolleté dans le dos, c'est pas évident, et les seules que j'ai trouvées sont tout de même relativement chères. J'ai hésité un moment à la faire moi-même, mais bon, je me suis dit que là ça valait vraiment pas le coup puisque ça me prendrait trop de temps pour quelque chose que j'allais porter juste une journée. Et, bon, là j'en ai un peu marre de faire des choses que pour le mariage. Hein. Du coup, je pense que je vais essayer de trouver un système de soit prendre un soutien-gorge avec attache invisible, soit un soutien-gorge avec un système d'attache vers le bas. Il faut que je vois si ça va avec la robe. Et j'ai trouvé sur internet un jupon que j'ai acheté pour une dizaine d'euros, qui vient de quelque part en Asie, je crois, mais qui fait assez bien l'affaire, je trouve. Quand j'ai fait des essayages en magasin de robes de mariée, les jupons qui étaient proposés coûtaient
oh, je sais plus, au moins 50 ou 100 euros. Donc voilà, je suis allée dans des magasins où les robes n'étaient pas très chères, autour de 500 euros, mais au final, comme ils vous proposent en plus la guêpière, le jupon, et le voile et tout, vous en avez facilement pour le double, voire le triple. Alors que moi, bon, bah, pour être complètement ouverte, j'en ai eu pour l'instant pour 250 euros de tissu chez Estragier. Donc j'ai quand même pris des tissus de super qualité. D'ailleurs, à la couture, ça se sent quand même. Enfin, cette qualité de tissu, c'était quand même génial de coudre ça. Enfin, je parle du crêpe, hein, parce que la mousseline, c'est génial de la voir. Enfin, là, vous voyez peut-être pas très bien l'appareil, mais elle est super belle. Mais alors, à la couture, c'était très 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 chiant. Mais voilà, j'en ai pour 250 euros de tissu avec le voile que j'ai déjà acheté, avec la dentelle. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ma commande? Je crois qu'il y avait des aiguilles aussi dans la commande. Donc voilà, j'en avais eu en tout pour 250 euros. Et le patron qui m'a coûté peut-être, je me souviens plus, 10 ou 15 euros avec les frais de port. Et j'avais acheté pour 15 euros de tissu blanc sur un marché, de tissu en crêpe et en satin, pas très cher pour pouvoir faire des toiles. Donc vous voyez, pour l'instant, la robe me revient à moins de 300 euros, tout frais compris. Sans compter le temps passé dessus, bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la robe. Donc je pense que la prochaine fois que je vous la montrerai, elle sera sans doute finie. Alors peut-être que j'attendrai que le mariage soit passé pour vous montrer des belles photos de la robe. J'avais 2-3 choses à vous dire encore. J'avais parlé dans mon podcast de janvier, je crois, d'un week-end autour du tricot en Bourgogne. Un week-end qu'on a assez rapidement annulé pour différentes raisons, parce que on a eu beaucoup de retours négatifs dès le début, parce qu'en fait le week-end qu'on avait choisi, et ça on s'en est rendu compte plus tard seulement, c'était un week-end au mois de mars, c'est un week-end où il y avait déjà différents événements liés au tricot, notamment la fête de la laine à Malakoff et le festival d'Édimbourg. Donc on a eu dès le début beaucoup de retours négatifs, de personnes qui nous ont dit bah en gros on est intéressé mais on peut pas ce week-end là parce qu'il y a tel événement ou parce que c'est pas les vacances ou différentes raisons. Et d'autre part les personnes du domaine du Grand Bois où on voulait que ça ait lieu, qui nous ont dit ah bah nous pour le coup on a plus de réservations que ce qu'on pensait et en gros on va pas pouvoir garder une option sur les chalets très longtemps, donc il faut nous dire avant la fin du mois de janvier si vous voulez venir. Et là on s'est dit que ça allait être compliqué, que ça risquait de nous coûter assez cher si on n'avait pas si on n'avait pas assez de participants, et que bon, c'était quand même pas mal d'organisation et tout. Et donc on a décidé finalement d'annuler le week-end en Bourgogne, mais d'organiser à la place des ateliers à Rambouillet le même week-end. Et finalement, c'est passé d'organiser plusieurs ateliers à faire un seul atelier avec un goûter. Et on a fait donc un atelier le dimanche 18 mars avec Élise Dupont, qui est donc une designeuse de patron de tricot. Et elle a fait un atelier autour de la morphologie, enfin comment adapter les tricots, surtout les pulls, à sa propre morphologie. Et je vous en parle parce que ça a été très 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 intéressant. Moi j'ai adoré cet atelier, on était une dizaine de participantes et tout le monde a beaucoup apprécié. Élise Dupont est quelqu'un de très pédagogue, qui avait vraiment bien préparé son atelier, qui a très bien parlé, très bien expliqué pourquoi elle faisait ça. Et on sent que c'est une personne qui est très minutieuse dans son travail, qui sait... elle n'a pas sorti énormément de patrons, mais les patrons qu'elle a sortis sont tous très bien travaillés, je pense. Enfin, en tout cas, ceux que moi j'ai vus le sont. Et d'après ce que j'ai vu de cet atelier, je pense que tous ces patrons doivent l'être. En gros, que ces patrons de pulls notamment, elle nous en a parlé un peu, on sent qu'elle a vraiment réfléchi à la morphologie enfin la forme de ces pulls, c'est des formes différentes, et à comment les adapter, enfin voilà,
oui, et comment, enfin, je pense que c'est un patronage vraiment assez travaillé. Et d'ailleurs, elle a peu de patrons qui sont similaires les uns aux autres. Ce qui arrive chez d'autres designers, designeuses, où parfois on voit une forme de pull boxy, ou enfin une forme de pull, peu importe laquelle, qui est reprise dans 10 patrons différents, où il y a peut-être enfin, l'encolure qui va changer, ou un motif de dentelle qui va être ajouté, ou d'autres choses, mais là, chez Lise Dupont, dans les patrons qu'elle propose, c'est des patrons qui sont tous assez différents les uns des autres, et on sent qu'il y a vraiment un véritable travail de patronage derrière cela. Et donc je vous en parle parce que donc cet atelier, on l'a tous beaucoup apprécié. Alors pour vous donner quelques exemples, c'est comment adapter sa morphologie à ce qu'on tricote. Donc ça va être si j'ai une forte poitrine ou si j'ai pas de poitrine du tout, comment je peux faire pour faire des sortes de pinces, un peu comme en couture. Ajouter des mailles à certains endroits, enfin des diminutions, ou des augmentations à certains endroits pour mieux adapter le tricot à sa propre forme. Si j'ai beaucoup de poitrine par exemple, ça veut dire que le tricot va remonter sur l'avant. Alors comment faire pour pallier à ça justement? Peut-être en rajoutant quelques rangs raccourcis sur l'avant pour qu'ensuite le tricot redescende plus bas. Ou voilà, où c'était aussi des conseils d'ordre assez général de comment déjà prendre conscience de la forme de son corps et de ce qu'on aime bien comme type de vêtements et de ce qui nous va. Enfin bon, l'atelier a duré à peu près 2 heures je crois, et bon ensuite on a pris le goûter, on a discuté. Bon, on a été coupé parce que il n'y avait plus de batterie dans mon appareil photo, que j'avais pourtant mis à recharger avant, mais bon, sûrement pas assez longtemps. Et bon, c'est un peu dommage parce que j'avais plus grand chose à vous dire, mais bon, en même temps, j'allais pas finir ce podcast sans quelques mots de fin. Je sais vraiment pas comment font les personnes qui arrivent à tourner un podcast en une seule fois, sans aucune interruption. Chez moi, c'est juste impossible. Voilà, je finissais de vous dire quelques mots sur l'atelier d'Élise Dupont, qui était donc génial, et il se trouve qu'elle a lancé ses ateliers sur internet aussi. Alors pas comme le modèle d'artisane où en gros elle enregistre un cours qui est tout fait que vous regardez quand vous voulez. Là elle donne ce cours autour de comment adopter sa morphologie à son tricot, à des horaires bien précis, des jours bien précis, et en gros ça se passe sur internet, mais j'imagine que c'est un système de vidéoconférence où elle est bien présente sur place au moment où vous regardez pour vous expliquer, pour donner son atelier, faire son atelier, et vous pouvez donc lui poser des questions en direct. Donc je sais pas du tout à combien d'ateliers elle fait, si elle en fait régulièrement ou pas, mais enfin j'avais regardé quand elle a commencé ses ateliers, puisqu'elle les a commencés donc en mars, tout de suite après avoir fait cet atelier ici à Rambouillet. Mais si vous avez l'occasion, je ne peux que vous recommander cet atelier qui est vraiment très intéressant. Voilà, donc je termine ce podcast sur ces mots. Je vous remercie pour avoir regardé mes épisodes précédents de podcast, pour avoir regardé celui-ci si vous l'avez regardé en entier. Bien sûr, bon, c'est maintenant mon 4e ou 5e épisode de podcast, mais comme j'en fais pas si régulièrement que ça, à chaque fois il faut que je me souvienne un peu comment faire. Mais voilà, j'en ai fait quelques-uns, et n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Je ne suis pas certaine que la luminosité soit géniale par exemple, mais il se trouve que là il fait gris, et ça fait plusieurs jours qu'il fait gris, et que les jours où il y avait du soleil, j'avais pas le temps de tourner. J'ai décidé de le faire quand même aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres remarques, d'autres retours constructifs à me faire, surtout n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Alors je vous souhaite
un excellent mois de mai parce que ne nous leurrons pas, je n'aurai sûrement pas le temps d'en tourner un nouveau au mois de mai. J'espère vous retrouver sur les réseaux sociaux avant cela et puis bon bah pour le prochain podcast, je sais pas quand, juin, juillet, on verra quand il y aura le temps. Allez, au revoir, à bientôt.